Bonjour Wilfried Fonck. Bonjour Pascal. C'est vrai que c'est une semaine particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les événements samedi et dimanche. Et puis il y a eu les premières condamnations. Il y a eu la prise de parole de Gérald Darmanin qui trouvait que les peines n'étaient pas assez fermes. Et à ce moment-là, il y a eu la prise de parole de deux procureurs qui sont montés au créneau, et ce n'est évidemment pas un hasard. Rémi Heitz sur France Inter et Laure Becquot ce matin sur BFM qui au fond contredisait la parole du ministre de Garde des Sceaux. Le message, c'était laisser la justice travailler, laisser les juges prendre les décisions qu'ils prennent. Et Monsieur Heitz disait notamment que les sanctions étaient à la hauteur de la gravité des faits. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine, Monsieur Fonck. Avant peut-être d'écouter quelques réactions, je vous pose cette question. Comment vous sortez de cette semaine particulière où la justice a été au cœur de l'actualité ? Nous, cette semaine, elle a surtout été marquée par l'annonce déjà de la prochaine extraction judiciaire de Mohamed Amra, qui, rappelons-le, est un des acteurs de l'évasion sanglante d'Incarville en mai 2024, qui a coûté la vie à 2 des nôtres et qui en a blessé gravement 3 autres. Donc déjà là, nous, on était dans un registre effectivement sur l'émotionnel, parce que quelque part on n'a pas oublié nos morts et on considère que cette extraction, si elle peut s'entendre pour les besoins de l'instruction, il n'en demeure pas moins qu'elle choque profondément les personnels, parce que eux sont toujours à vif par rapport à ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Ensuite, on a eu cette affaire d'Arles avec la découverte de 6 téléphones portables au quartier d'isolement sur un détenu du haut du spectre. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour une semaine. Donc derrière, j'ai envie de vous dire, les déclarations du procureur, du ministre, ou même encore les condamnations qui ont pu être prononcées, pour nous, ça fait partie du quotidien. Il est 11h46, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes donc avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. C'est intéressant de parler de ce qui se passe dans la prison d'Arles. Pourquoi? Parce que CNews diffusait ce matin un reportage où un des personnels témoignait de manière anonyme en disant de la corruption, il y en a. Donc j'étais un peu surpris. Alors c'était un témoignage anonyme, on ne peut pas étayer, vérifier, prouver ce qu'il disait, mais c'était un personnel pénitentiaire qui dit la corruption, il y en a. C'est-à-dire qu'il admettait l'idée que du personnel soit corrompu. Mais corrompu parfois tout simplement par peur. C'est pas tant pour toucher beaucoup d'argent, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui est un dangereux personnage et qui vous dit attention, je sais où vous habitez, je sais où votre famille habite et je peux intervenir si vous ne m'aidez pas, si vous ne donnez pas un portable, que sais-je. C'est vrai que la corruption existe, on va pas non plus nier les faits. Pour autant, ça reste un phénomène marginal. Il suffit de juste regarder les chiffres. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 0,1% des personnels pénitentiaires qui sont concernés par un dossier en cours. Oui, mais parce que par définition, c'est comme la fraude. Essayez quelque part elle est difficile à prouver. d'être sur ce registre. C'est difficile à prouver. Et ça tombe bien, Pascal, que vous parliez de ce registre de la corruption, parce que aujourd'hui, on est en train de pousser le délire jusqu'à parler de corruption des personnels pénitentiaires dans des épreuves de recrutement du concours de surveillants. Moi, là-dessus, je suis absolument scandalisé, parce qu'on est en train de jeter l'opprobre, de jeter la suspicion sur des personnels, des hommes, des femmes, qui aujourd'hui tiennent à bout de bras un système pénitentiaire qui s'effondre. Alors aujourd'hui, oui, de la corruption, il y en a, mais faire des personnels pénitentiaires entre des fascistes, des racistes, des brutaux, maintenant des corrompus jusqu'à l'os, ça suffit. Alors, je rappelle effectivement que l'affaire dont nous parlons, et peut-être tout le monde ne la connaît pas, c'est le syndicat UFA-UNSA qui lance un cri d'alerte dans la cellule d'un prisonnier très dangereux, une des têtes de la DZ Mafia, incarcérée à Arles. 6 téléphones portables ont été saisis en 7 mois et cet homme est pourtant à l'isolement. Gabriel O est suspecté d'être l'un des chefs de file de cette organisation. Il a donc été trouvé en possession de son 6e portable en détention, des téléphones dernier cri, il est pourtant sous surveillance, il est arrivé au centre pénitentiaire en fin d'année, il a 29 ans, mais alors qui lui transmet? Qui lui donne? Ça, aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse, j'ai envie de vous dire.
Nous sommes toujours avec Wilfried Fonck, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA, pour évoquer évidemment l'actualité judiciaire, l'actualité également plus précisément pénitentiaire, la difficulté que vous avez à recruter. Combien de prisons en France ? 187. Combien de personnel pénitentiaire ? Alors, personnel pénitentiaire, on est à 45 000, dont 30 000 personnels de surveillance, avec aujourd'hui 4 000 vacances de poste. Bon, difficulté de recrutement ? Difficulté de recrutement, non, parce qu'on remplit quand même les schémas d'emploi. Après, la vraie difficulté, c'est surtout la fidélisation des personnels, c'est-à-dire ne pas avoir de déperdition dans le courant de la formation et surtout dans les premières années d'affectation. Bon, ce qui est certain, c'est que c'est un métier particulièrement difficile. Alors, c'est un métier éprouvant parce que au quotidien, j'imagine que être avec des jeunes gens quand même qui sont extrêmement dangereux, toujours et tout le temps. Vous savez, je vais résumer la situation de manière très très simple et de manière un peu rigolote. Moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, je suis tombé sur un vieux surveillant chef qui m'a dit là-haut dans le Nord avec son accent ch'ti, pour faire le boulot qu'on fait, il faut avoir un sacré pet au casque. Et en fait, finalement, avec le temps, on se dit ouais, quelque part, il faut quand même être un petit peu particulier parce que il faut supporter l'enfermement. Déjà, au départ, il faut supporter de vivre à la lumière artificielle de quasiment toute la sainte journée. Oui, mais ça, c'est l'entreprise. C'est une dans entreprise. Chaque entreprise, il y a de l'enfermement et il y a de la lumière artificielle. Vous vivez dans un monde où, en fait, il y a de la violence tout le temps. Oui. Vous êtes confronté à des gens qui sont totalement déstructurés socialement, qui n'ont pas les mêmes repères que vous et moi. C'était vrai il y a 25 ans ou pas ? C'était vrai il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est encore plus, si vous voulez, aujourd'hui, c'est encore plus visible parce que la société, quelque part, a encore plus évolué vers le négatif que vers le positif. Mais oui, ça existait déjà il y a 25 ans, tout ça. C'est toujours intéressant de savoir précisément l'univers de la prison. Combien de personnes dans chaque cellule ? Alors tout dépend où vous allez vous trouver. C'est-à-dire que si vous êtes dans un établissement pour peine, la règle c'est l'encellulement individuel, c'est-à-dire que les gens qui sont condamnés définitivement. Par contre, ceux qui sont en maison d'arrêt en attente de jugement, les prévenus, ou ceux qui vont écoper de courtes peines ou avec des reliquats de peine trop courts pour partir en établissement pour peine, eux vont se retrouver dans des cellules qui font 9 mètres carrés, en étant un peu chanceux, ils seront 3, et s'ils ont vraiment pas de bol, ils seront 4 ou 5 avec des matelas par terre. Dans 9 mètres carrés ? Ouais. Ce qui est évidemment indigne. Combien d'heures par jour ? En gros, s'ils restent sans activité, c'est 22 heures sur 24. Mais comment 5 jeunes personnes violentes parfois peuvent cohabiter dans 9 mètres carrés ? C'est tout le savoir-faire et toute la psychologie des personnels pénitentiaires, et c'est en cela que je dis souvent que c'est un métier profondément humain, parce qu'il faut savoir réussir en fait à faire cohabiter ces gens dans 9 mètres carrés où c'est très compliqué. Faut imaginer aussi qu'ils ont une porte devant eux et il n'y a pas la poignée pour ouvrir et fermer la porte. La seule manière d'ouvrir la porte, c'est la clé du surveillant. Donc ça aussi, psychologiquement, c'est particulier. Donc nous, on est là pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vague. C'est tout ce qu'on nous demande. Et aujourd'hui, la vraie question des personnels pénitentiaires, c'est quels sont le sens de nos missions ? Quand on voit aujourd'hui les conditions dans lesquelles on exerce. Effectivement, on se demande tous les matins quel est le sens de notre mission. Il y a beaucoup de questions parce que c'est un univers si particulier. J'entends parfois que les portes sont ouvertes. Ça, c'est dans les maisons de longue peine où on ouvre toutes les portes de telle sorte que les condamnés, les prisonniers puissent avoir une sorte d'accès à la coursive. Ou est-ce que c'est dans les maisons d'arrêt ? Alors dans les maisons d'arrêt, non, c'est le régime porte fermée. Ensuite, dans des établissements pour peine, vous avez normalement, le régime doit être fermé, quoi qu'il en soit. La règle, c'est celle-là. Ensuite, dans la pénitentiaire, il faut savoir tout de même que quand on a des règles, on ne peut pas les appliquer qu'avec des œillères. Et à un moment donné, le choix qui a été fait par l'administration pénitentiaire dans les établissements pour peine, ça a été d'ouvrir les portes. Petit à petit, on revient là-dessus et on essaye de refermer. Mais une fois qu'on a ouvert, qu'on a donné quelque chose, pour le reprendre, c'est très compliqué. Mais ça veut dire quoi lorsqu'on ouvre la porte ? Ça veut dire que le prisonnier a le droit de sortir ? De sortir de sa cellule et de pouvoir, un peu déambuler dans les coursives et aller voir ses autres co-détenus dans les autres cellules. Et donc là, il est à l'hôtel. On va pas dire ça, on va pas dire que c'est l'hôtel quand même. Bon, c'est pas vraiment l'hôtel, le milieu carcéral. Est-ce que le personnel pénitentiaire est armé ?
Alors, il est armé sur certaines missions, et notamment les missions extérieures, tout ce qui va être mission d'extraction judiciaire, extraction médicale, ou par exemple nos équipes régionales d'intervention et de sécurité. Par contre, à l'intérieur de la détention, ils ne possèdent pas d'armes. La seule arme qu'ils aient, c'est leur courage. Voilà. Vous êtes donc dans ces établissements depuis combien de temps? Depuis 99, moi je connais la pénitentiaire. Donc ça fait 26 ans. Vous avez une formation particulière parce que vous avez, je crois, une licence d'histoire. Oui, enfin j'ai pas une formation. Voilà, rien me prédestinait à rentrer dans cette administration, mais c'est une administration où une fois qu'on y est, si on s'en donne la peine, on peut faire une belle carrière. Ouais. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes arrivé au bas de l'échelle et puis que vous êtes aujourd'hui commandant, donc il y a aussi possibilité d'évolution et c'est ça que je peux retenir. Mais vous êtes resté 25 ans, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? On n'a pas de chiffres exacts, nous, au niveau des organisations syndicales. Tout ce qu'on peut voir passer, c'est notamment les demandes de ce qu'on appelle, nous, les demandes de détachement ou les demandes de mise à disposition. C'est-à-dire des gens qui vont soit partir vers d'autres administrations en détachement ou soit une mise à disposition pour aller exercer dans le privé ou monter leur propre entreprise. Et aujourd'hui, on sent une volonté de l'administration pénitentiaire de verrouiller tout ce système-là pour éviter justement d'avoir une trop grande déperdition. Wilfried Fonck, il est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Il est avec nous pour évoquer l'actualité judiciaire et puis également on l'écoute. Moi, je trouve ça passionnant de vous écouter sur le fonctionnement de votre métier, comment fonctionne une prison. On est d'accord que vous n'avez toujours surveillé que des hommes. Les hommes surveillent les hommes et ce sont des surveillants femmes qui surveillent des femmes. Alors, les hommes surveillent des hommes et on a aussi des surveillantes qui travaillent en milieu homme. Par contre, pour les détenues femmes, ce sont effectivement des surveillantes avec parfois peut-être des responsables de quartier, c'est-à-dire des officiers, qui peuvent être des hommes, mais c'est très rare. Et sur les 183 prisons, il n'y a pas des prisons mixtes. Non, il n'y a pas de prison mixte. La mixité n'existe pas en prison. Donc il y a des prisons de femmes. Il y a combien de prisons de femmes? Alors là, je pourrais plus vous dire de mémoire, mais c'est très limité. C'est-à-dire qu'on a plus souvent des quartiers à l'intérieur de certains établissements. Le gros établissement pour femmes, c'est surtout la maison d'arrêt de Rennes, en fait, où on a là effectivement une maison exclusivement réservée pour femmes. C'est plus facile quand même pour un surveillant. C'est plus facile, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Parfois, on se plaint beaucoup de la violence en milieu masculin, mais je vous garantis qu'en milieu femme, quand ça part, ça part. Et ça part fort. Bon, écoutez, c'était passionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Et on a, moi, en tout cas, ça m'intéressait d'écouter évidemment ce travail qui est méconnu, qui est essentiel. Il y a peut-être je sais qu'on a un supporter du Paris Saint-Germain qui est de la pénitentiaire, qui nous appelle régulièrement.